Je voudrais commencer par une notion un peu de contexte, juste pour replacer un petit peu les choses. On va parler de polluants et de contaminants de l'allaitement. Ça peut paraître un peu compliqué d'arriver avec un message en disant attention, le lait maternel est contaminé. Je voudrais relativiser un petit peu tout ça en reprenant 2-3 éléments. Le premier, c'est sur la carte que vous ne voyez pas d'ailleurs. Hein, c'est une carte qui donne en fait l'impact des polluants environnementaux sur la santé. Pour vous montrer le schéma qui est juste en dessous, que finalement c'est surtout dans les pays développés comme les nôtres où ces questions de contamination sous forme de traces, sous forme de faible dose se posent. Pour le développement ou même dans les pays du tiers-monde, la question de l'allaitement ne se pose pas puisque c'est le seul moyen de pouvoir nourrir un nourrisson. Donc, et puis parce que toutes les qualités qu'on a pu voir permettent la survie de ces nourrissons. Donc ça permet de relativiser un peu nos questions qui, nous, vont plutôt tourner autour de changements globaux, des problèmes d'UV, des problèmes de changement climatique qui sont importants, mais qui sont peut-être quand même plus à la marge par rapport à ce contexte. Donc voilà mon premier rappel. Alors, évidemment, quand on parle de polluants dans le lait maternel, si vous allez sur les moteurs de recherche scientifique classiques, vous allez trouver un grand nombre de publications qui vont vous démontrer effectivement la présence de polluants dans le lait maternel, confirmé. Mais que pour autant, le bénéfice de l'allaitement n'est pas remis en cause, puisqu'on a toujours une part plus importante de bénéfice que du risque par rapport à ce lait maternel. Pour entrer un peu plus dans le détail et pour vous faire un peu, pas un catalogue, mais vous donner plutôt un système de fiches, je suis rentré dans le détail un peu des différents polluants qu'on peut trouver dans le lait maternel, avec des informations qui vont sûrement vous intéresser, notamment pour ce qui est la classification de certaines de ces substances. Donc le premier que je voulais regarder avec vous sont les pesticides, donc qui sont une grande famille bien évidemment, qu'on va trouver principalement d'origine d'agriculture ou même de jardinage. Pour avoir souvent des interactions avec le monde agricole, on se rend compte quand même que le monde agricole sait gérer le pesticide, ce que le jardinier du dimanche ne sait pas faire forcément. Il y a quelques années, quand moi j'ai commencé le jardin, je me suis dit tiens, si je double la dose, ça marchera peut-être mieux. Quand on dit ça à un médecin, évidemment, il saute au plafond en disant mais pourquoi ça marcherait mieux si on double la dose? Et bien le jardinier, il le fait ça. Et c'est un facteur de pollution extrêmement important. Et pour une femme enceinte ou une femme allaitante, le jardin est également un souci de contamination potentielle. Donc attention à ce qu'on utilise. Alors les substances concernées sont avant tout les insecticides et herbicides organophosphorés. Les grands noms, évidemment, on va trouver le glyphosate ou le malathion. Les insecticides organochlorés, le DDT, DDE, chlordécone, lindane. Alors le lindane, on le trouve également encore dans tout ce qui est traitement des animaux domestiques. Pour tout ce qui va être traitement contre les puces ou les tiques, on trouve du lindane encore dans ces produits-là, qu'on ne trouve plus par exemple dans le traitement anti-poux pour les enfants. Les insecticides fongicides et herbicides carbamates, les pyrétronoïdes de synthèse, alors c'est quand même des produits là qui sont utilisés de façon normalement bien contrôlée, bien vérifiée. Ce sont ces fameuses substances qui aujourd'hui impactent la survie des abeilles, par exemple. Alors les effets connus de ces substances sont des neurotoxiques, des immunotoxiques, des reprotoxiques et des cancérigènes, et également une classification sur laquelle on reviendra, des perturbateurs du système endocrinien. Alors, je ne parlerai pas de perturbateurs endocriniens, hein, c'est un dogme que je me suis donné parce que le perturbateur endocrinien, vous allez le voir, à la limite, une hormone, c'est un très bon perturbateur endocrinien et c'est bien parce que ça marche. Je préfère parler de perturbateurs du système endocrinien pour parler d'une substance qui va remettre en cause un système qui lui-même doit varier de toute façon, quoi qu'il arrive, pour pouvoir assurer sa fonction. La deuxième famille, on va regarder les plastifiants. Les plastifiants, évidemment, leur origine, on va le trouver dans les matières plastiques, mais également dans les cosmétiques, les textiles et également dans les médicaments. Les substances, on va trouver deux grandes familles, les phtalates et les phénols. Alors pour les phtalates, il y a une discussion qui se fait quand vous discutez avec les gens de la chimie, ils vous expliquent à raison que les phtalates, c'est quand même une grande famille. Et que de condamner l'ensemble des phtalates aujourd'hui, c'est peut-être une erreur parce que le meilleur substitut à un phthalate qui pose problème, comme les DEHP ou le MEHP, est très probablement un autre phthalate. Les phénols, je vous parlerai du bisphénol A, évidemment, qui est la substance emblématique. Alors, juste pour la petite histoire et pour vous donner une idée justement du caractère perturbateur du système endocrinien de ces substances, vous devez le savoir, le bisphénol A n'a pas été développé au départ pour être un plastifiant. C'est un monomère qui a été développé au départ pour être une pilule contraceptive. Donc on sait depuis le départ que le bisphénol A a un critère hormonal puisque c'est pour ça qu'on l'a développé. Sauf que s'il n'a pas été mis sur le marché pour cette raison-là, c'est parce qu'il n'était pas suffisamment efficace.
il n'arrivait pas à rentrer en compétition avec l'estradiol et donc à avoir son effet. Et comme les chimistes sont des gens malins qui n'aiment pas jeter leurs substances à la poubelle, ils en ont fait autre chose, et donc un monomère qui rentre dans des polymères pour faire des plastiques plus transparents et parfois plus résistants également. Donc ce caractère-là est connu depuis longtemps. La nouveauté, c'est de le retrouver à des taux faibles qui n'avaient jamais été testés et à des expositions à long terme qui peuvent poser effectivement des problèmes. Donc les effets connus de ces plastifiants sont des neurotoxiques, reprotoxiques, cancérigènes, perturbateurs du système endocrinien, mais également un facteur extrêmement important pour tout ce qui va concerner la contamination du lait. C'est une substance qu'on appelle bioaccumulable. C'est notamment un polluant organique persistant. Ces polluants organiques persistants, vous allez voir que pour le lait maternel, c'est ce qu'il y a de pire. Également, pour parler des plastifiants, un point important, dans le monde médical, sur les plastifiants, les phtalates, vous allez avoir de plus en plus de questions. Parce que tout ce qui va être tubulure, tout ce qui va être dispositifs médicaux, sont, dans certains cas, faits à base de plastique. Et aujourd'hui, les questions de la présence de phtalates ou de phénol dans ces dispositifs médicaux, ces tubulures, posent question, et notamment en néonatologie. Donc ça, c'est un point dont on pourra discuter par la suite. La troisième famille, les retardateurs de flamme, qu'on va trouver dans les textiles et les équipements électriques. Les retardateurs de flamme principalement bromés avec les polybromés diphényléters, polybromo-biphényl et l'hexabromo-cyclododécane, qui sont neurotoxiques, reprotoxiques, également perturbateurs du système endocrinien et également polluants organiques persistants. L'autre famille, les phénols, les produits d'hygiène, principalement antitranspirants, savon liquide et dentifrice. La molécule qu'on va retrouver dans le lait maternel et qu'on mesure actuellement dans le lait maternel, c'est le triclosan. Donc, une substance qu'on va retrouver dans tous ces produits, qui est cancérigène, qui est perturbateur du système endocrinien et également bioaccumulable. Alors, plusieurs fois, vous avez vu cancérigène, neurotoxique. Pour vous donner le point de vue toxicologique, un produit n'est cancérigène qu'à partir du moment où il y a une dose qui est atteinte et un temps d'exposition qui est atteint. Ce qui fait qu'on trouve des produits cancérigènes, des substances cancérigènes dans des produits de consommation de tous les jours, parce qu'on sait que dans le scénario d'exposition, on ne peut pas atteindre la dose, et c'est même parfois 1000 fois en dessous de la dose qui entraîne cet effet, on ne peut pas atteindre cet effet et ce temps d'exposition pour entraîner un cancer. Ceci dit, dans le cas de la néonatologie, sachez qu'aucune de ces substances, bien évidemment, n'a jamais été testée à la fois chez la femme enceinte ou chez le nourrisson. Puisque pour un toxicologue, l'être humain, c'est un homme, mâle, qui pèse à peu près 80 kg et qui doit avoir entre 30 et 45 ans. Toute autre population pour un toxicologue n'existe pas. Sachant que cet homme, de cette catégorie-là, il est représenté en toxicologie par un rat. Donc vous voyez un peu quand même la distance qu'il peut y avoir entre les problématiques de la femme enceinte et du nouveau-né par rapport à ce qu'un toxicologue fait classiquement. On essaie de faire changer les choses. Les anti-UV, c'est aussi des produits qu'on va retrouver dans le lait maternel. Alors on les trouve dans les cosmétiques, dans tout ce qui va être construction, tout ce qui est ameublement plastique, les encres, l'imprimerie, les emballages alimentaires. Alors pour par exemple les emballages, ça va permettre de conserver l'aliment qui n'est pas exposé aux UV. Dans la construction, aujourd'hui, on fait des murs qui réfléchissent les UV pour empêcher l'accumulation de chaleur à l'intérieur de l'appartement ou de la maison. Donc tous ces produits-là sont largement utilisés dans les produits quotidiens jusqu'à la construction. On va y trouver des benzophénones, donc notamment dans les encres et les vernis d'imprimerie, les intermédiaires dans l'industrie de parfum. C'est une substance bien à part, c'est-à-dire que quand vous faites un cosmétique, on vous demande aujourd'hui de dire ce qu'il y a dans votre cosmétique, ce qui est normal. Si vous demandez à un parfumeur de donner exactement la composition de son parfum, il va vous envoyer balayer, mais loin. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la composition d'un parfum de base, c'est un secret industriel. Donc vous ne savez jamais vraiment ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est une vraie problématique. Les cinamates, bien évidemment, dans les huiles essentielles, produits naturels. Alors je l'ai mis ici parce que ce fameux produit naturel, c'est ce qu'on entend parfois, j'ai un produit de synthèse, je le remplace par un produit naturel. Okay. Sauf qu'un produit naturel n'est pas forcément meilleur qu'un produit de synthèse. Je vous donnerai un exemple, le cyanure. C'est assez génial, c'est naturel.
Mais on s'en sert pour anesthésie aussi, hein. Enfin, en tout cas dans les dérivés. Le 4-méthylbenzyldiène-camphore, tout ce qu'on utilise en protection sans l'air, on va retrouver également dans le lait maternel. Les évéconus, c'est un cancérigène, donc qui est classé par le CIRC, dont on a parlé tout à l'heure, perturbateur du système endocrinien et bioaccumulable. Les composés perfluorés. Ces composés perfluorés sont extrêmement intéressants, vous allez le voir, parce qu'ils ont une nouveauté réglementaire. Alors, le premier, on va regarder l'origine, on va le trouver dans les revêtements anti-adhésifs, les traitements anti-taches, les imperméabilisants textiles et les cosmétiques. On va trouver le fameux PFOS, le PFOA, les perfluorohexane sulfonate, bon, ces noms un peu barbares. La nouveauté pour cela, c'est que vous voyez ici, il est écrit nocif pour les bébés nourris au lait maternel. Dans la classification CLP, donc qui est la classification, la labellisation et l'étiquetage des produits, des substances, on est obligé aujourd'hui, il y a une ligne qui s'appelle H362 qui précise si ces produits peuvent ou non être utilisés, enfin quelle est leur nocivité pour les bébés dans le cadre de l'allaitement. C'est une vraie nouveauté. Ça ouvre une porte extrêmement importante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de lire sur un produit cosmétique ou un produit autre que cette substance est nocive pour le bébé s'il y a un allaitement. C'est une vraie nouveauté. Le problème, c'est que on a du retard à rattraper. C'est-à-dire qu'on l'a fait pour les composés perfluorés, mais il y a nombre d'autres substances pour lesquelles on devrait avoir cet étiquetage qui rend quand même beaucoup plus lisible le produit qu'on va utiliser. Les métaux lourds. Les métaux lourds ne sont pas à proprement parler ce qu'on va appeler un polluant organique persistant, loin de là. Par contre, on va le retrouver sous forme de traces dans le lait maternel. On va y retrouver, alors l'origine principale notamment pour le plomb, c'est la dentisterie. À partir du moment où on a un plombage, on va retrouver du plomb dans le lait maternel. On va le trouver également dans la construction de l'alimentation. Là, on va trouver le plomb, le mercure et le cadmium. Alors le cadmium, on parlait de la cigarette, c'est l'un des traceurs évidemment de l'exposition au tabac. Mercure et plomb, c'est dans la dentisterie, on va le retrouver. Les effets connus sont des neurotoxiques, des hématotoxiques, des néphrotoxiques et des cancérigènes. Et également ont des effets reprotoxiques soupçonnés. Pour certains, on est un peu plus que dans le soupçon. Les dioxines, furanes et PCB, ces substances-là, on les retrouve dans le lait maternel sans aucun problème. Produits de combustion incomplète et isolants. Donc dioxine et furane, par exemple, on va le trouver dans l'industrie des pesticides, dans la métallurgie, dans le papier et dans tout ce qui est industrie des déchets ménagers. Et vous allez voir que ça a son importance parce qu'on va parler justement de... vous avez un environnement que vous connaissez bien, qui est celui de la maternité. Vous avez un environnement, et on l'a vu dans les premières interventions, qui n'est pas toujours facile à maîtriser. Comment accompagner une femme allaitante chez elle? Vous allez voir que chez elle, il y a aussi d'autres sources de pollution qu'on ne maîtrise pas forcément et auxquelles on ne pense pas toujours. Les furanes, donc c'est comme les dioxines, et les PCB qu'on va trouver dans les fluides isolants. Alors les PCB, c'est un cas d'actualité assez classique. Si vous connaissez la Mayenne profonde et Gré-en-Boire, moi je connais très bien parce que ma maman est née là-bas, mais j'y suis jamais allé, je ne sais même pas comment on y va. Il faut se perdre, je crois, pour y arriver. N'empêche qu'il y a là-bas une grosse usine qui fait du recyclage de tout ce qui est transformateur électrique et qui a une grosse contamination au PCB qui touche toute la population environnementale, qu'elle soit animale ou humaine. Les effets connus sont des cancérigènes, perturbateurs du système endocrinien et des POP bien connus, très bioaccumulables. Les muscles artificiels. Les muscles artificiels sont aussi une question qu'on se pose, qu'on va trouver dans les parfums, les cosmétiques et les produits d'entretien. Ce sont également des produits qu'on retrouve dans le lait maternel, avec des muscles polycycliques ou les muscles à base de xylène et de cétone. Les effets connus, on sait qu'ils sont très bioaccumulables. On les soupçonne d'avoir un effet perturbateur du système endocrinien, mais ils sont difficiles à classer parce qu'ils ne rentrent pas vraiment dans une catégorie réglementaire. Dans les différentes réglementations, vous avez celle des substances chimiques, celle des cosmétiques, celle des produits pharmaceutiques. Pour les muscles, c'est un peu compliqué parce que certains sont des produits complètement empiriques, c'est-à-dire qu'on les a extraits et puis on les a utilisés directement. Donc ils rentrent dans un règlement un peu à part et ils sont encore plus difficiles à légiférer. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que dans le lait maternel, on va trouver un ensemble de substances. Ces substances sont avérées. Par contre, la question c'est que se passe-t-il si ces substances, et elles vont le faire, passent vers le nouveau-né. Je vous ai remis ici le siège de la production du lait maternel, non pas parce que je vais vous en dire beaucoup, parce que vous en savez plus que moi sur ce point-là, c'est juste pour vous montrer que cette unité
qui est une cellule sécrétrice, c'est le passage en fait de ces substances. Les substances vont passer donc du sang, qui se trouve en bas de la diapositive, vers la lumière dans le lobule alvéolaire. Et c'est par là que les substances toxiques vont passer. Alors elles ont un premier élément, on va voir les différents types de passages, elles vont passer plus ou moins facilement, mais elles peuvent également interagir avec la métabolisation qu'il y a au sein de cette cellule. C'est-à-dire que la cellule va, à partir par exemple du glucose, former du galactose, qui par lui-même va permettre de former le lactose. Vous avez l'énergie qui va être transformée, les triglycérides qui vont être formés, et vous voyez tout de suite une chose, c'est que le lait est une substance qui est extrêmement riche en graisse. Et quand vous avez affaire à des POP et à des bioaccumulables, c'est le vrai problème qui va se produire. Alors les mécanismes de passage. Vous pouvez avoir une diffusion passive du sang vers le lait au travers des cellules, tout simplement. C'est la première voie, la voie numéro 1, où certaines substances vont traverser directement, et notamment les substances qui sont soit facilement assimilables par l'intérieur de la cellule, vont réussir à passer, ou de petite taille, vont passer très facilement. Vous avez des transports actifs pour toutes les substances qui vont être lipophiles, par exemple, où vous allez voir des exocytoses ou des pinocytoses, voire même des échanges ioniques, qui vont permettre un transport actif de ces substances. Et puis le passage intercellulaire, qui est un peu plus rare, mais qu'on trouve quand même dans certains cas. Les paramètres qui vont déterminer la voie de passage et la facilité que va avoir un polluant à passer, c'est une fixation protéique faible, c'est-à-dire qu'elle ne va pas rester captée dans la cellule. C'est une demi-vie assez longue pour pouvoir sortir du sang et passer au niveau de la lumière. Le poids moléculaire, la liposolubilité et évidemment le fait d'avoir des molécules ou non ionisées. Donc la composition du lait et du colostrum, on les a vues, juste pour vous dire ici que quand vous regardez l'un ou l'autre, vous avez un produit qui est très riche en graisse et donc c'est un milieu très afin pour les polluants lipophiles. Donc les phtalates, les nonylphénols, le triclosan, les dioxines, les PCB, le méthylmercure, toutes ces substances vont être très afins pour le milieu même du lait maternel et donc vont passer extrêmement facilement. Cette contamination, elle va avoir deux dimensions spatio-temporelles. Vous allez avoir deux types de contamination. Vous avez des contaminants qui vont avoir en gros un circuit court. Ils vont rentrer par l'absorption, éventuellement la métabolisation, la distribution et l'excrétion. Et ils peuvent être distribués jusqu'au lait. C'est assez court, c'est-à-dire c'est dans le cadre de l'alimentation, une exposition dans la journée ou dans la semaine, on va avoir un système qui va... Je vais tourner comme ça. Un système qui va aller, très vite. Et puis vous avez un deuxième qui est un circuit long. C'est celui de la bioaccumulation, notamment dans le tissu adipeux, où là on peut avoir une accumulation pendant des années de substances organiques qui vont rester dans les tissus graisseux et qui peuvent être relarguées dans le sang à la faveur d'une diminution de cette quantité de graisse. Et ça pose un autre problème parce que ça veut dire qu'on est exposé potentiellement tout le temps à ces substances, même si on a eu une exposition forte qu'à un seul moment. Donc cette contamination du lait, elle va dépendre directement de l'environnement, mais global. Les contaminants environnementaux sont donc le reflet direct de l'environnement et des habitudes d'une cellule familiale. Parce que ce n'est pas simplement le duo maman-nouveau-né, c'est aussi le père. C'est toute cette famille, c'est aussi les frères et sœurs qui sont autour, c'est aussi toute la cellule qui va graviter. Il n'y a a priori donc pas de raison que l'environnement et ses habitudes changent au moins entre la conception et la fin de l'allaitement. En gros, on part du principe que l'environnement à ce moment-là reste à peu près le même, qu'il soit social, écologique ou économique. Donc l'exposition à des polluants au travers de l'allaitement n'est qu'une partie du problème qui ne peut se considérer de manière isolée. Et en même temps, c'est un instantané précieux. C'est-à-dire que le moment où on mesure une substance dans le lait maternel, pour un toxicologue, c'est génial. C'est un marqueur d'exposition. On sait à quoi vous avez été exposé. Et en même temps, c'est un marqueur d'un passif extrêmement important. Cette exposition, elle va se faire tout au long de la vie. Avant la conception, on peut avoir des habitudes de vie qui font qu'on est exposé à des substances et qu'on va accumuler ces substances, qu'on va retrouver ensuite dans le lait maternel. Pendant la gestation, bien évidemment, le liquide amniotique comme le lait maternel sont des milieux qui accumulent les polluants. Et puis après la naissance, parce qu'après la naissance, il y a cette exposition qui peut continuer, il y a l'allaitement bien évidemment qui est un facteur d'exposition, mais il y a aussi tous les effets potentiels, parce que la vraie question c'est de dire, bon, ok, vous nous avez montré plein de substances, on a un catalogue complet, on a des petites fiches, on peut voir, tiens, il faut que les gens arrêtent de cuire dans une poêle avec un truc antidérapant. Mais quels sont les effets de ces substances? Alors les effets de ces substances, vous n'allez pas en trouver un qui dit, tiens, à partir du moment où vous avez
été exposé à cette substance par le lait maternel, vous allez avoir tel effet. Il y a plein de publications qui vous disent oui, alors évidemment, ça peut avoir un effet neurotoxique, donc dans certains cas, on voit que le quotient intellectuel est plus bas. Bon, ok. Est-ce que c'est vraiment le cas de l'exposition à cet allaitement ou est-ce que c'est un facteur qui est beaucoup plus long et plus large? Pour vous donner un exemple, dans Nature, en 2016, il y a eu cette publication qui mettait en cause l'impact des habitudes de vie chez l'homme sur son matériel génétique transmissible. Le fait qu'un homme ait des habitudes alimentaires particulières va modifier non pas son patrimoine génétique, mais sa régulation et l'expression de ses gènes, notamment par des phénomènes épigénétiques. Et vous allez le transmettre à l'enfant. Et en transmettant ça, est-ce que vous transmettez un système plus faible qui, quand il va être couplé avec une exposition autre, notamment par le lait maternel, va pouvoir entraîner un effet? Vous avez pendant la gestation, on sait par exemple sur la reproduction qu'on a des fenêtres d'exposition, des fenêtres de programmation. Rapidement ici, vous avez ce qu'on appelle la fenêtre de programmation masculine. Quand vous faites de tests chez l'animal, et notamment chez les rongeurs, vous avez un facteur qui vous permet de savoir si c'est un mâle ou une femelle, c'est la distance entre l'anus et le scrotum ou le vagin de la petite fille. Et en fait, plus la distance est grande, plus vous allez faire un garçon. À l'inverse, c'est petit. Vous pouvez très bien avoir un sexe phénotypique, c'est-à-dire vous voyez que c'est un petit mâle ou une petite femelle, tout en ayant une distance anogénitale qui soit différenciée. C'est-à-dire que vous allez avoir un sexe mâle, mais une distance anogénitale qui correspond à une femelle. Et ça, vous ne pouvez le voir que si vous avez tapé avec un polluant ou une substance connue, à un moment donné, qu'on appelle la fenêtre de programmation masculine. Et là, vous allez faire varier le phénotype. Le DOAD, on l'a vu dans la période postnatale. Je vais passer rapidement sur celui-là pour passer directement à celui-là. Pour vous dire qu'en gros, les effets qu'on peut attendre de l'exposition à des polluants au travers du lait maternel dépendent avant tout du trait de vie qu'il va y avoir sur plusieurs cycles, qui vont avoir modifié non pas le génome, mais encore une fois la régulation épigénétique, comment l'environnement précoce, l'exposition à des stress nutritionnels, toxiques ou psychosociaux, va modifier l'épigénome, entraîner des faiblesses, une accumulation de faiblesses qui à un moment donné, plus tard dans la vie, peut-être même sur une autre génération, va entraîner des effets pathologiques. Le système endocrinien, pour faire rapidement sur les perturbateurs endocriniens, juste pour vous dire et pour vous rappeler que le système endocrinien, c'est un ensemble de glandes qui assure la régulation de nombreuses fonctions. Les glandes endocrines et exocrines synthétisent des hormones qui agissent comme des messagers chimiques. C'est un système adaptatif qui permet l'homéostasie. Donc oui, des variations d'une hormone, vous en aurez toujours, et c'est pour ça qu'il y a un cycle chez les femmes. C'est pour ça que c'est plus facile de travailler chez le mâle quand on fait de la toxicologie. D'abord parce que c'est que des toxicologues garçons qui l'ont fait au départ. Donc ils se sont dit c'est plus simple, on ne comprend pas comment ça marche. Et puis parce que ça ne varie pas chez l'homme, c'est linéaire, on sait que la testo c'est à peu près autant, etc. Chez la femme il y a des cycles, et c'est une vraie perturbation endocrinienne. Et c'est beau parce que ça permet de faire plein de choses, notamment d'avoir des enfants. Donc ça, cette homéostasie, elle est particulièrement importante, et la différence pour la perturbation du système endocrinien, c'est de faire la différence justement entre une homéostasie, un moment d'adaptation du corps, et une vraie pathologie, parce qu'on a dépassé ce seuil en gros d'homéostasie et on est au-delà et on est dans une pathologie. Juste pour faire le lien entre la perturbation du système endocrinien et l'environnement, si vous prenez deux jumeaux, que vous isolez complètement de leur environnement et que vous laissez dépendants uniquement de leur génome, vous allez avoir deux êtres identiques. À partir du moment où vous allez avoir des différences, ne serait-ce que dans le lieu de vie, parce qu'ils sont exposés plus ou moins à la lumière, l'un est resté en Picardie, l'autre est parti vivre dans les Alpes-Maritimes, et rien que ça va entraîner des changements ténus, parfois plus importants, qui font que même physiquement, vous allez pouvoir voir des différences entre ces vrais jumeaux. Et ça, c'est parce que l'environnement agit et entraîne des modifications, et cet environnement, il est aussi les facteurs de pollution. Les contaminants du lait maternel sont un facteur d'inquiétude pour les parents et les équipes médicales, parce qu'on publie beaucoup sur il y a des polluants, qu'est-ce que ça peut faire, etc. Les propriétés du lait maternel en lui-même entraînent une concentration des polluants, avant tout lipophiles. Ces polluants peuvent être les marqueurs d'une exposition présente, mais aussi d'une exposition passée. Et ça, c'est un marqueur extrêmement important. La période postnatale et l'allaitement conduisent à une remise en circulation des POP, potentiellement, en lien avec la diminution des réserves graisseuses, par exemple. Donc tout le travail qui est fait sur l'obésité ou la prise de poids trop importante chez les femmes enceintes est un élément extrêmement important, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'une femme qui, au moment où elle va avoir un enfant, est déjà en surcharge pondérale, il faut absolument lui faire perdre du poids. C'est peut-être l'inverse qu'il faut faire.
pas lui faire prendre, mais au moins garder un poids qui soit à peu près stable. La connaissance des familles de polluants permet d'agir en amont sur l'exposition à la diminution. Quand on connaît les familles et les types de substances qui rentrent et quelles sont leurs origines, ça permet de guider un peu les gens en leur disant après tout, une gestation et l'allaitement, c'est pas si long que ça fait en gros un petit peu plus d'une année en fonction du temps où on dure l'allaitement. Et c'est peut-être pas une catastrophe si pendant ce temps-là, on change ses habitudes. On a réussi quand même à faire baisser la consommation de tabac et d'alcool déjà chez les femmes enceintes, et on peut continuer en travaillant, en leur disant d'autres sources de pollution. Alors évidemment, si elles habitent à côté d'une centrale de traitement de déchets, ça va être compliqué de lui demander de déménager. Mais en tout cas, prendre des précautions, de se déplacer un peu plus, d'aérer un peu plus, et de prendre des périodes où les pollutions sont différentes en fonction de la météo, etc. La connaissance doit permettre de mieux communiquer donc sur la maîtrise de l'exposition aux polluants, même avant la conception et aussi chez les pères. Enfin, en ayant été moi-même père, parfois isolé de tout ce qui peut se passer autour de ce couple maman-bébé, il n'y a pas de raison qu'on ait un homme qui puisse continuer à fumer ou à boire avant même la conception, alors qu'on va l'interdire largement à une femme, et alors qu'on sait que les impacts sont quand même importants. Et enfin, les perturbateurs du système endocrinien ne doivent pas cacher les problèmes cruciaux. Ça, c'est un message assez fort. Aujourd'hui, et on commence à le voir sur l'épigénétisme, il y a beaucoup de discours qui se font en disant « Ah là, les perturbateurs endocriniens, c'est dangereux ». L'épigénétisme, on l'a même présenté à un moment donné comme étant un problème. Enfin, l'épigénétisme, c'est un mode de régulation normal. Aujourd'hui, on en parle comme d'un problème. Non, c'est un système normal qui peut être déréglé, mais c'est un système normal. Et il ne faudrait pas, en parlant de ces sujets phares, oublier la réalité des choses. C'est que les vrais problèmes et les vrais troubles qu'on peut trouver, c'est des problèmes plutôt de cancer, plutôt de problèmes neurotox. Même s'il y a des régulations hormonales dedans, c'est pas pour autant. S'il est aussi perturbateur endocrinien, tant mieux, ça fera un cas d'école. Mais avant tout, se concentrer sur les pathologies qui sont les plus prégnantes.